Alors, on y est. En 2024, la pop culture a atteint un nouveau niveau de recyclage créatif. Et ce n'est pas qu'un reproche, c'est fascinant. Entre le pop art qui revisite les codes de l'image, les grandes maisons de luxe qui décident de produire des films qui sont la suite de leur storytelling, et la musique qui nous renvoie directement à nos posters d'enfance ou aux tendances TikTok des Gen Z, le paysage culturel est plus riche et plus chaotique que jamais. D'abord, parlons d'art. Vous voyez ces œuvres saturées de couleurs, aux références parfois absurdes, mais toujours intrigantes. Ce n'est pas juste un écho des années 60 avec des boîtes de soupe et des icônes du cinéma. Non, le pop art en 2024 est devenu un miroir grossissant de nos obsessions modernes. L'exposition Pop Forever à la Fondation Louis Vuitton, par exemple, propose une relecture contemporaine des œuvres d'art de Tom Wesselmann et de ses héritiers artistiques. Vous voulez des néons? Ils y sont. Vous voulez des réflexions sur la consommation et l'empreinte numérique? Ça aussi. Mais ce n'est pas tout. Les artistes comme Takashi Murakami ou Bansky intègrent des codes pour critiquer la surconsommation et le chaos numérique qui envahit nos vies. Ensuite, parlons de luxe. Les grandes maisons comme Saint-Laurent ou LVMH ne se contentent plus de défiler ou de sortir des collections capsules, non, elles montent sur le grand écran. Vous avez entendu parler de Strange Way of Life, le film produit par Saint-Laurent, ou les collaborations entre Dior et les festivals prestigieux comme Cannes. Derrière tout ça, il y a une stratégie audacieuse, raconter une histoire, cultiver une image d'avant-garde et, soyons honnêtes, vendre encore plus de sacs. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ce n'est pas juste un coup de com'. Ces projets montrent une véritable volonté de fusionner les univers artistiques, de créer quelque chose qui transcende le marketing pur. Et enfin, la musique. Les années 80 et 90. Si elles étaient une mode passagère il y a quelques années, elles sont maintenant un pilier indéboulonnable de l'industrie musicale contemporaine. Dua Lipa avec son esthétique disco modernisée ou The Weeknd qui mélange synthwave et introspection sont des exemples parfaits de cette fusion entre le passé et le présent. Mais il ne s'agit pas seulement de reproduire les sons rétro, il y a une réinvention, une modernisation qui transforme ces influences en quelque chose d'entièrement nouveau. Et n'oublions pas les remixes des classiques comme Running Up That Hill de Kate Bush, relancé par Stranger Things, ou Fantasy de Maria Carey, qui revient avec une collaboration inattendue. Alors pourquoi tout ça maintenant? Pourquoi le pop art, le luxe et la nostalgie s'entrelacent-ils si harmonieusement? Peut-être parce que, à notre époque, saturée d'images et de stimuli, cherche désespérément un point d'ancrage. Peut-être parce qu'en 2024, on a besoin de repères dans un monde où tout va trop vite. Et peut-être aussi parce que les industries culturelles ont compris qu'en fusionnant innovation et héritage, elles créent des expériences qui captivent toutes les générations. Cet épisode, on va le parcourir comme un guide culturel à travers les tendances actuelles. On va explorer le retour en force du pop art et comment il reflète nos obsessions modernes, les grandes maisons de luxe qui deviennent des mécènes du cinéma, et la musique rétro qui réinvente pour séduire les charts d'aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement, sortez votre café ou thé, on ne juge pas, et préparez-vous à plonger, enfin à explorer, cet univers où le passé et le futur s'entremêlent de façon délicieusement chaotique. Le pop art, né dans les années 60, a toujours été symbole d'audace et de provocation. Avec ses couleurs vives, ses détournements d'objets du quotidien, en 2024, il renaît en s'adaptant à une époque où les images prolifèrent et où les questions écologiques et technologiques redéfinissent notre rapport à l'art. Aujourd'hui, le pop art ne se contente plus de critiquer la société de consommation, mais s'attaque à des enjeux comme les algorithmes, les réseaux sociaux et notre obsession pour les likes et les filtres. Il se transforme en miroir grossissant de nos obsessions modernes, interroge la place de l'image dans un monde hyper connecté. Ce mouvement qui autrefois transformait la publicité en art interroge désormais sur l'impact de l'empreinte du numérique et la manière dont nos vies sont modérées par des flux visuels permanents. Prenons l'exposition Pop Forever à la Fondation Louis Vuitton, accessible en ce moment. Elle met en lumière la continuité de l'évolution du mouvement, confrontant les légendes comme Tom Wesselmann à des artistes contemporains. Les thèmes explorés vont de la surconsommation à l'empreinte numérique, tandis que les installations immersives plongent les spectateurs dans des dialogues visuels percutants. L'objectif n'est pas seulement de raviver une nostalgie, mais d'initier un véritable dialogue entre les codes visuels passés et présents.
Des figures modernes comme Takashi Murakami ou Banksy illustrent cette évolution. Murakami, avec ses visuels empruntant autant au manga qu'à l'esthétique pop, joue avec des codes de la société numérique en abordant le consumérisme et le branding. Ses collaborations avec des marques de luxe ou ses sculptures monumentales traduisent une volonté de fusionner la culture japonaise et la critique sociale. Banksy, quant à lui, pour qui d'ailleurs on a un épisode dédié que je vous invite à aller écouter, détourne les icônes culturelles et questionne la publicité, la surveillance et les réseaux sociaux. En faisant coexister provocation et accessibilité, il renforce le rôle du pop art en tant qu'outil critique et adaptable. Les marques de luxe comme Louis Vuitton ont rapidement adopté ce langage visuel. Par leur collaboration avec des artistes tels que Yayoi Kusama, elles brouillent la frontière entre art et commerce, créant des expériences culturelles qui marquent l'imaginaire collectif. Louis Vuitton a, par exemple, transformé des motifs simples et répétitifs de Kusama en une signature reconnaissable sur ses sacs et accessoires. Ce type de partenariat ne se limite pas à l'esthétique, mais témoigne d'une stratégie qui vise à inscrire ses créations dans l'imaginaire collectif mondial. Le pop art 2024 n'est donc pas un simple revival nostalgique, mais une réinvention qui s'attaque aux enjeux de notre époque avec son esthétique choc et sa portée critique. Il continue de nous pousser à questionner notre consommation culturelle et visuelle. Si Warhol voyait aujourd'hui Instagram, il n'aurait pas demandé à quoi servent les selfies. Il aurait probablement déjà vendu des filtres à son effigie. Après avoir exploré la façon dont le pop art retrouve un second souffle dans notre époque saturée d'images, passons à un autre phénomène tout aussi fascinant, l'investissement massif des grandes maisons de luxe dans le 7e art. De Saint-Laurent qui produit des films audacieux à LVMH qui soutient des initiatives prestigieuses comme le Festival de Cannes, le cinéma devient un terrain d'expression stratégique pour les marques traditionnellement associées à la haute couture et à l'exclusivité. Pourquoi ce rapprochement entre le luxe et le cinéma? Bien au-delà du marketing, ces collaborations visent à élargir l'audience des marques tout en consolidant leur storytelling. Le cinéma offre une plateforme unique pour exprimer une identité visuelle et artistique, permettent aux maisons de tisser des récits qui transcendent leurs produits phares. Ces initiatives renforcent leur rôle de protagonistes culturels, façonnent des imaginaires s'inscrivant durablement dans l'histoire artistique. Prenons l'exemple de Saint-Laurent en produisant des films comme Strange Way of Life de Pedro Almodóvar. La maison démontre une ambition qui dépasse le placement de produits. Ces projets mettent en avant des éléments clés de leur ADN, audace, esthétisme et avant-garde, à travers des narrations cinématographiques marquées. De son côté, LVMH multiplie les partenariats stratégiques et notamment avec le Festival de Cannes où il soutient des réalisateurs, finance des initiatives culturelles et habille les plus grandes stars. Ces actions visent à ancrer les marques du groupe dans des univers variés, allant du glamour des tapis rouges aux créations artistiques singulières. Mais l'implication des marques de luxe ne se limite pas à l'apparat. Elles investissent dans la production, la diffusion et parfois même la préservation d'un art qui dépasse largement le cadre de la mode. En devenant les mécènes du 7e art, ces maisons démontrent leur capacité à évoluer en phase avec les attentes culturelles contemporaines. Cet engagement leur permet également d'élargir leur audience à des spectateurs cosmopolites, attirés par la combinaison de la créativité et de prestige. Le cinéma séduit aussi par son pouvoir narratif. Transposer leur ADN dans des films permet aux marques de luxe d'enrichir leur patrimoine symbolique tout en cultivant une communication subtile, bien plus immersive qu'une campagne publicitaire traditionnelle. Par le biais du 7e art, elles deviennent des conteuses d'histoires visuelles complexes qui alimentent leur aura d'exclusivité et de modernité. Avec l'essor des plateformes de streaming, les perspectives se multiplient. Imaginez Dior produisant une série historique où ses costumes jouent un rôle central, ou Louis Vuitton diffusant un documentaire sur l'artisanat dans ses ateliers, offrant aux spectateurs une immersion dans le processus créatif. Ces projets permettent de brouiller les frontières entre culture de masse, divertissement et identité de marque, tout en ouvrant la voie à des expériences inédites. Cependant, cette proximité entre le luxe et le cinéma pose des questions. Où s'arrête le mécénat culturel et où commence le marketing? Quand le logo d'une maison figure au générique, est-ce une démarche artistique sincère ou une opération publicitaire? Tant que les marques maintiendront un équilibre entre authenticité, qualité artistique et cohérence avec leurs valeurs, elles conserveront leur statut de mécène éclairé. Et si, au passage, un petit sac Dior était offert avec le billet de cinéma, qui pourrait vraiment s'en plaindre?
Penchons-nous maintenant sur un autre phénomène culturel qui fait un retour en force, l'engouement pour les années 80 et 90 dans la musique. Si les synthétiseurs rétro, les rythmes funk et les guitares saturées semblent familiers, ce n'est pas uniquement le fruit de votre mémoire sélective. En 2024, les références musicales de ces décennies passées se sont installées durablement dans nos playlists, nos festivals et nos plateformes de streaming. Ce n'est pas une simple tendance éphémère, mais une réinvention soutenue par une génération d'artistes souvent nés à l'âge d'or de la New Wave Dance 90. Pourquoi cet attrait pour les années 80 et 90? Dans un monde où la technologie redéfinit sans cesse la production musicale, où l'intelligence artificielle menace de composer nos prochains tubes, ces décennies analogiques offrent un refuge rassurant. Les années 80, avec leur nappe de synthétiseurs, leur boîte à rythme et leurs solos de guitare glam, incarnent une époque synonyme de liberté et d'excès. Les années 90, quant à elles, marquent la transition entre le vinyle et le CD, entre MTV et Internet, capturant une esthétique hybride que les artistes contemporains adaptent avec brio. Ce retour n'est pas une affaire de nostalgie réservée aux mélomanes avertis. Des artistes comme Dua Lipa ou The Weeknd, ainsi que des groupes de K-pop comme Stray Kids, exploitent ces esthétiques pour fusionner passé et présent. Ils empruntent les riffs, les samples et les visuels VHS tout en les enrichissant d'une production actuelle. Cette hybridation entre ancien et nouveau séduit toutes les générations. Les nostalgiques y retrouvent un écho de leurs souvenirs, tandis que les plus jeunes découvrent une esthétique exotique et captivante. Pour autant, cette réémergence va bien au-delà de l'hommage. Les artistes contemporains remixent, réarrangent et confrontent ces influences rétro à des genres modernes comme le trap, le DM ou le reggae. Ce processus créatif transforme la nostalgie en un tremplin pour innover, donnant naissance à des sonorités nouvelles qui transcendent les générations. Prenons encore une fois l'exemple de Dua Lipa et de son album Future Nostalgia. Cet opus, véritable ode aux sonorités disco et pop-funk des années 80, marie les basses groovy et les guitares funky à une production ultra moderne. De son côté, The Weeknd avec After Hours plonge dans l'esthétique synthwave des années 80, mêlant sonorités vaporeuses et imagerie nocturne. Ces projets, loin de se limiter à des clins d'œil nostalgiques, créent des univers musicaux cohérents et intemporels. Et que dire des remixes? La collaboration entre Maria Carey et Lato autour de Fantasy montre comment les classiques des années 90 peuvent être réinterprétés pour séduire une nouvelle audience tout en respectant leur essence originale. Enfin, des morceaux comme Running Up That Hill de Kate Bush, relancés par des séries comme Stranger Things, illustrent la capacité des vieux tubes à transcender leur époque et à devenir de nouveaux hymnes. Ce phénomène reflète aussi une quête de repères dans une époque marquée par l'incertitude. Les années 80 et 90, avec leur musique tangible et moins saturée par les flux numériques, offrent une stabilité émotionnelle dans un monde saturé de stimuli. Revenir à ces sonorités invite à ralentir, à écouter et à se reconnecter avec des émotions brutes. Mais la nostalgie n'est pas qu'un refuge, c'est aussi un outil d'innovation. Les artistes actuels exploitent cette palette sonore pour créer des mélanges inédits, prouvant que passé et présent peuvent dialoguer harmonieusement. Ces retours au rétro interrogent également notre vision de la modernité. Dans un monde lissé par l'IA, les aspérités et l'authenticité du passé prennent une valeur inestimable. En somme, les années 80 et 90 ne sont pas qu'une mode passagère, elles symbolisent un dialogue culturel, une base d'expérimentation et une boussole émotionnelle qui guide les auditeurs et les artistes dans un présent en quête de sens. Comme un jean taille haute, ces sonorités vintage s'intègrent parfaitement dans la garde-robe sonore de 2024, mêlant style, fonction et histoire. Je viens de vous emmener dans un voyage à travers trois dimensions culturelles qui façonnent notre époque. D'abord, je me suis penchée sur la resurgence du pop art, cet héritage des années 60 qui reste incroyablement pertinent dans notre monde saturé d'images, à travers ses couleurs vives, ses détournements ludiques et sa capacité à interroger les codes visuels contemporains. Le pop art se révèle plus que jamais actuel. Alors que nous évoluons dans un univers hyper connecté, dominé par les algorithmes et la culture du numérique, ce mouvement artistique nous invite à prendre du recul et à questionner la valeur des images qui nous entourent. Ensuite, j'ai exploré l'étonnant rapprochement entre le luxe et le cinéma. Les grandes maisons, loin de se contenter d'habiller les stars sur le tapis rouge, investissent aujourd'hui dans la production de films et le soutien des projets artistiques ambitieux. Saint-Laurent, LVMH et d'autres redéfinissent ainsi leur rôle, devenant les mécènes culturels capables de raconter leur histoire à travers un autre langage, celui de la caméra. Ce changement de paradigme leur permet de toucher un public plus vaste, de renforcer leur storytelling et de s'imposer comme des acteurs incontournables du paysage culturel.
Enfin, j'ai abordé la musique contemporaine qui puise dans le complexe des années 80 et 90. Entre remake, remix et fusion inédite, cette réappropriation du passé ne se limite pas à une nostalgie stérile. Au contraire, elle sert de tremplin créatif pour inventer des sons hybrides, rassurants et familiers, tout en ouvrant de nouvelles perspectives. L'époque des synthétiseurs rétro, des clips VHS et de la culture MTV n'est pas simplement ressuscitée, elle est réinventée, adaptée et réenchantée pour correspondre aux sensibilités d'aujourd'hui. En somme, l'art, le luxe et la musique s'entremêlent pour former un tableau vivant où les époques dialoguent, s'influencent et se nourrissent mutuellement. Et maintenant, j'aimerais beaucoup entendre votre avis. Vous qui venez de m'accompagner dans cette exploration artistique, culturelle et nostalgique, quelle tendance vous séduit le plus? Est-ce un retour au pop art qui vous intrigue, le luxe qui se mêle au cinéma pour construire de nouveaux récits, ou la musique contemporaine qui pioche dans les années 80 et 90 pour nous émouvoir autrement? Dites-moi tout. Votre ressenti m'intéresse énormément. Pour continuer la discussion, rien de plus simple. Laissez un commentaire ou une évaluation sur votre plateforme d'écoute préférée, que vous utilisiez Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, peu importe, votre retour sera lu, pris en compte et guidera peut-être mes choix dans les prochains épisodes. Un petit mot, 5 étoiles, un avis un peu détaillé, chaque réaction compte et m'aide à affiner ce podcast, à le rendre plus vivant et plus proche de vous. C'est grâce à vos commentaires que je peux identifier ce qui vous passionne, ce qui vous surprend et ce que vous aimeriez entendre ensuite. Bien sûr, si vous voulez pousser la curiosité plus loin, vous pouvez également venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où j'adore échanger avec vous sur les sujets abordés. Je vous invite aussi à visiter mon site internet. Vous y trouverez la boutique de goodies Cappuccino et Croissant, parfaite pour prolonger l'expérience chez vous, ainsi que mon livre L'art du mépris intellectuel, un essai mordant qui vous donnera certainement matière à réflexion, bien qu'il ne se prenne pas du tout au sérieux, distribué via Amazon. Allez, je compte sur vous et je vous dis à la prochaine. Salut!